Quand j'entends Hidalgo me parler de vision politique, etc., mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je pense qu'il faut jamais investir sur un sujet qu'on comprend pas. Le gars qui sait ce qu'il faut faire, je crois qu'il va te donner des conseils pour 2 balles, et en plus, je te dis donc votre émission est nulle. Enfin, moi je pense que faut être con pour accepter ça, voilà, moi je le dis clairement. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué. Donc vous êtes bien sur le Crypto Daily, c'est toujours Benjamin et aujourd'hui on reçoit un invité que vous connaissez probablement, c'est Jean-Pierre Nadir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de mettre en commentaire qui vous aimeriez voir. On a vu que vous aimez énormément tout ce contenu qui va être un peu entrepreneuriat, recevoir des founders, des business angels qui ont beaucoup participé. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et on va pouvoir commencer. Parfait, ils peuvent même dire ce qu'ils voudraient que tu invites dans les prochains numéros. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Il faut être participatif jusqu'au bout. Il faut être participatif jusqu'au bout. Donc si vous avez des idées de gens atteignables, ne demandez pas Elon Musk. Moi aussi j'aimerais l'avoir, mais c'est compliqué. Mais n'hésitez pas. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, donc Benjamin, à défaut d'Elon Musk, donc on commence par la dire. Non, c'est pas vrai. Petite journée. Non, merci beaucoup de la disponibilité. Très content que vous ayez pu vous libérer pour cette petite heure d'interview. Écoute, c'était assez surprenant. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ton invitation, donc j'ai cru que c'était une erreur qu'il fallait que je transmette à l'archevêque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent « J'arrive pas à joindre Éric l'archevêque, est-ce que vous pourriez lui transmettre ?» Non, c'était bien vous. Et donc, quand tu m'as confirmé que c'était bien moi, donc ta cible, je me suis dit, il va falloir que je révise un peu mes cryptos parce que j'y connais pas grand-chose. Okay. Et d'ailleurs, tu vois, donc, dans un podcast récent, on m'a posé la question de savoir si j'étais plutôt crypto ou casino. Et j'ai dit que pour moi, les deux étaient pareils parce que comme j'y connais rien en crypto, c'est un peu du casino. Ça peut être un peu compliqué. Alors, qu'on se le dise, à mon avis, il y a beaucoup de cryptos qui sont du casino. Il y en a peut-être d'autres un peu moins, typiquement Bitcoin, Ether. Mais je comprends totalement le. Voilà, mais écoute, mais c'est plutôt un défaut. Hein, c'est-à-dire que j'aurais pas du tout une valeur. Donc, je pense que ça fait partie maintenant, évidemment, donc, des leviers d'investissement intéressants et que je pense que tout individu qui investit doit avoir un petit bagage crypto. Donc, il se trouve que moi, vous êtes investi en bien. Il est très léger, mon bagage crypto. Mais je suis venu aussi principalement parce que, comme je te l'ai dit, donc, sur mon site Fairmove, on va en parler, on accepte le paiement en crypto. Et depuis combien de temps ? Écoute, depuis 2 ans. Tu vois, okay. Donc on a été le premier acteur du voyage en France. Je pense qu'on est encore peut-être le seul. Il y a un site qui accepte aussi pour les billets d'avion, mais nous on prend vraiment la totalité du séjour. Okay. Donc ça a été on a intégré une passerelle qui s'appelle Utrust. Utrust, bien sûr. On connaît bien. C'est les amis de Multiversix. Ok, exactement. Ouais. Donc c'était très ça s'est bien passé. Ouais, très facile à intégrer. Bon, alors quand on dit très facile à intégrer, c'est quand même 2 mois de travail, tu vois, donc c'est toujours pareil. Hein, donc, aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de friction. La seule chose, c'est que, et peut-être que je suis responsable effectivement de la chute du Bitcoin, c'est que quand j'ai ouvert, donc tout s'est écroulé. Et donc, je m'attendais. C'est vrai que ça la fout mal. Si tu veux, à surfer sur un marché florissant. Et malheureusement, et à dire aux gens, vos plus-values, investissez-les en voyage, dépensez-les du reste en voyage, tu vois. Et en fait, ça s'est écroulé. Bon, depuis, la bonne nouvelle, c'est que ça a remonté. Vous avez réussi quand même à faire un petit peu de vente. Oui, alors j'ai fait quelques ventes, okay. mais pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais je me dis que maintenant, ça repart. Et en fait, c'est toujours pareil. Si tu as investi, quand le Bitcoin était à 15 000 et que tu le vois à 65 000, tu te dis, j'ai quand même mécaniquement des plus-values qui me permettent effectivement de faire des choses. Ça peut être intéressant de les utiliser pour faire quelque chose. Et le voyage est souvent quelque chose où on se dit, en plus, tu as l'impression de voyager gratuitement, puisque finalement, c'est des plus-values donc qui font le truc. Et donc, il n'y a rien de mieux que ça. Voyager gratos, c'est ce qu'effectivement, il y a de plus satisfaisant. Moi, je me rappelle mon premier voyage en first class, donc j'étais invité, et à côté, il y avait un gars qui avait payé 10 000 son billet, tu vois. Et quand on est sur un petit nuage un peu plus. Oui, ça a rehaussé mon niveau. C'était quand ce premier voyage ? Il y a très très longtemps, je suis allé Alors, c'était le premier voyage en business, là, parce que c'était pas mon premier voyage. Premier voyage en business class, donc j'ai été invité par Lufthansa, parce que j'avais un magazine de voyage, ça s'appelait Voyager Magazine, donc j'ai été invité en 94 ou 95, tu vois, donc il y a très très longtemps de ça. Oui. D'ailleurs, les firsts étaient moins bien qu'aujourd'hui. Mais c'était pour moi une expérience assez unique, qui était d'autant plus effectivement unique qu'elle était gratuite. Alors, si je ne me trompe pas, vous dites si j'ai une petite erreur, vous avez commencé beaucoup en rapport avec l'édition.
Ouais, avant la restauration. En fait, j'ai démarré par la restauration. Okay. J'ai fait des crêpes dans les campings quand j'étais jeune. C'est comme ça que m'est venue un peu la fibre entrepreneuriale. J'ai donc des crêpes dans le camping, mais à mon compte. Hein, donc voilà, c'est pourquoi je mentionne. Ensuite, effectivement, donc je me suis lancé dans la restauration. Donc quand j'étais étudiant donc à Paris, j'ai été voir des restaurants et des entreprises, et j'ai fait le match entre les deux. Donc une sorte, maintenant j'ai tout le temps ça, une sorte de Uber Eats. C'est ce qui a été mis en avant une fois, et ça, je trouvais ça bien. Et je me suis dit tiens, je vais pouvoir dire que j'étais le précurseur le Génésis du Uber Eats. Ouais, tu vois, donc voilà, même si personne ne le sait, tout le monde s'en fout, mais finalement, moi, au moins, ça me fait plaisir de dire ça. Même si c'était dans une version B2B, pour le coup. Ensuite, je me suis lancé dans le B2C pour la partie, donc c'est-à-dire la partie cuisine. Donc j'ai été le premier en Europe donc à faire les pizzas, donc les livraisons de pizzas à domicile. En quelle année? Je ne sais jamais, donc j'ai 86, 87. Ok. Donc c'est avant tout ça. Ah non, c'est vraiment la prémisse, quoi. C'est vraiment le début. Je suis le seul quand j'explique ça aux gens. Les gens me disent t'es cinglé, etc. D'ailleurs, à l'époque, j'invente un concept donc qui est 30 minutes, sinon gratuit. Tu vois, parce que. Sérieux, c'était pas Pizza Hut qui le faisait? Non, il faisait 45. Pizza Hut, très bonne remarque. Il faisait 45 minutes et il te remboursait une partie de ta pizza. Ah, c'était une partie. T'avais un bon de réduction. Moi, c'était 30 minutes, sinon gratuit. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai lancé le concept, les gens disaient. Mais attends, est-ce que ça va arriver vite? Voilà. Est-ce que ça va arriver chaud? Est-ce que ça va être chaud? Voilà. Et donc, j'ai dit, il faut absolument que je craque donc, cette angoisse. Il y avait un frein qui était énorme. Tu vois, et comment je peux faire? Voilà. Et j'ai dit 30 minutes, sinon gratuit. Voilà. Et comment tu t'assurais que... on peut se tutoyer? Bien sûr, évidemment. Comment tu t'assurais que... Rien à cirer. Rien à cirer. Tout le mec qui appelait, qui disait il est arrivé à 34 minutes. Le coursier autour derrière disait non, c'est pas vrai, j'étais là à 28. Je disais c'est bon, gratuit. Tu vois, et au début, les gens disaient c'est génial, etc. Évidemment, le mec qui me fait 2 fois le coup, si tu veux, j'arrête de le livrer. Bon, voilà, je suis pas complètement con. Mais j'en ai fait un levier marketing et d'ambassadeur assez impressionnant. Comment ça s'appelait? Miss Pizza. Miss Pizza. Et donc c'était un triangle rose avec une jeune femme sur un scooter avec une pizza à la main. Donc, on mettra l'image qui va s'afficher. Ouais, d'accord, bah, écoute, c'est sympa. Donc voilà, donc Miss Pizza, c'était d'ailleurs pour l'anecdote, il y a 2-3 ans, j'ai pris un taxi donc vers Levallois-Perret et le gars me dit ah c'est marrant, etc. ce quartier, ça parce que j'ai commencé ici quand j'étais jeune, etc. avec un type qui avait lancé la première entreprise de livraison de pizza donc à domicile. Alors je dis ah bon, et je dis mais ce type il était comment? Il dit ah c'était un jeune hyper dynamique, etc. Le mec était génial et tout. Et je lui ai dit bon bah il est un peu plus vieux maintenant. Ok, incroyable la petite anecdote comme ça. Ouais, c'était super sympa. Et il me dit c'était ma première expérience. J'avais mon scooter parce que moi j'avais pas de fric, donc j'avais trouvé des jeunes. Des gens qui venaient avec leur scooter. Déjà leur scooter, exactement. Okay. Aujourd'hui, il y a eu un vrai souci avec ça. On va rester un tout petit peu sur la livraison de pizza. Justement des boîtes qui vont vraiment pousser les livreurs à aller au plus rapidement possible, au plus vite possible. Ouais. Ça amène beaucoup d'accidents. Il y a des accidents, de mauvaises actions sur la route, etc. Il n'y avait pas ça à l'époque déjà? Non, à l'époque, il n'y avait pas ça, puis c'était marginal, parce qu'on n'était pas, encore une fois, on avait 2 scooters, nous, donc enfin, on avait deux jeunes avec scooters, puis après la flotte s'est un peu grossi. Évidemment que tu as toujours des effets collatéraux négatifs, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de les cadrer, ce qu'on faisait. Si tu veux, après, les gars, ils sont payés à la course. Évidemment qu'ils vont essayer de faire un maximum de courses dans un minimum de temps, si tu veux. Bon, et ça, c'est propre à l'être humain. On peut dire effectivement donc, que ça contribue à créer un certain nombre de problématiques. Ça contribue aussi donc, à nourrir un certain nombre de gens. Ça contribue. Aujourd'hui, il y a une inversion des modèles. Ça se balance un peu quand même. Oui, et puis surtout, si tu veux, donc progressivement, les cadres se mettent en place, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas une boîte qui, tu vois, ça me rappelle ce film, donc on achève bien les chevaux. Si tu veux, à un moment donné, si tu veux, si tu respectes pas ton personnel te respecte pas, tes clients te respectent pas, et ton business ne peut pas se développer, tu vois. Donc, je pense que investir dans l'individu, c'est ce que tu peux faire de mieux. Après, avec les marges que tu as, avec les moyens qui sont les tiens, etc. Oui, il faut faire avec mais voilà, mais je pense que c'est à prendre en considération. Tu as tout à fait raison. Mais je ne pense pas que la bordélisation de Paris à l'heure actuelle soit liée uniquement effectivement à Uber Eats. Je pense qu'il n'y a plus un cycliste qui s'arrête au feu rouge, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son type de vélo, quelle que soit la raison pour laquelle donc il est sur le vélo, qu'il soit en retard, pas en retard, etc. Plus personne n'accepte les règles. On a créé un monde, en fait, après avoir essayé de cadrer les choses, on a créé un monde de bordélisation où, en fait, effectivement, donc, c'est les plus forts qui passent leur temps à forcer le destin. Donc, et ça, je pense que ça fait partie, justement, du nécessaire rééquilibrage des choses. Il faut prendre en considération tous les aspects. Moi, quand le feu est rouge, je m'arrête. Donc, pizzeria, pendant combien de temps vous faites ça?
Oh, écoute, ça a été très vite parce qu'en fait, j'ai fait un premier centre, puis un deuxième. Donc, alors, il faut savoir que je mettais 50 000 € pour faire un centre et que le four à pizza valait déjà donc 70 000 €. Okay. Donc, j'avais 70 000 francs, pardon. Évidemment, on est en francs. J'avais trouvé évidemment donc un fournisseur qui m'aidait. Voilà. Okay. Donc, quand je dis évidemment, c'est que je pense que c'est un conseil. Dans ce type de podcast, on donne souvent des conseils. Donc, mon premier conseil, si je veux en donner un, c'est de dire que quand tu cherches de l'argent, bah déjà, va voir les gens qui sont concernés par le sujet. Voilà. Les brasseries de Paris se finançaient parce que les brasseurs donc, donnaient de l'argent, aidaient les boulangers parce que le moulin donc, donnait de la farine, essayait de financer parce que derrière, évidemment, ça t'était tenu après et ça faisait évidemment donc, un levier commercial. Bon, moi, j'ai fait exactement ça. Je suis allé voir donc, le gars qui faisait les fours à pizza. Je lui ai dit, j'ai pas un rond, mais j'ai une super idée. Il m'a dit, votre idée est débile, mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. Voilà. Et c'est parti. Ok. L'édition, ensuite? Alors, en même temps, en fait, je rencontre Robert Laffont, j'avais fait des écoles de pub, je rencontre Robert Laffont, donc il lançait son magazine Entreprendre. Comment je le rencontre? Parce que je le contacte, je lui ai écrit, donc à l'époque, voilà, je téléphone, on passait par les standards, donc je téléphone au standard, je dis je voudrais parler à M. Laffont, j'avais acheté son numéro 1, on me dit de la part de qui, etc. Bon bref, je me bats un peu donc, avec la jeune femme, elle me dit il faut écrire, donc j'écris un courrier, et de là on me rappelle, alors on me rappelle, c'est tout un bins, parce que moi j'étais à la cité universitaire, et j'avais un téléphone donc pour tout le monde, voilà, pour 35 sur le palier. Donc si tu veux, on disait Nadir, et où on te mettait un mot donc sous la porte pour dire qu'un tel t'avait appelé. Bon bref, je finis donc par avoir rendez-vous avec Robert voilà, je lui dis écoute, ton magazine est génial, moi je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, etc. Alors j'avais pas ce vocabulaire-là, donc j'employais peut-être d'autres termes. Donc voilà, j'étais jeune, fougueux et en tous les cas donc j'avais une envie très forte de me réaliser par l'entrepreneuriat. Donc, ce magazine m'avait interpellé et je lui dis, ton cas là, par contre, il y a plein de défauts, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc, j'étais quand même, à l'époque, j'ai 21 ans. Tu vois, donc t'es quand même jeune, mais fort d'une j'étais gonflé à bloc. Alors, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que si tu veux, quand on me dit, mais pourquoi, etc., j'en sais rien, en fait. C'est pourquoi j'étais gonflé à bloc comme ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui me donnait cette confiance d'aller interpeller des gens qui, a priori, avaient quand même plus d'éléments à leur disposition que moi et de leur expliquer qu'on pouvait changer ci ou ça. Il faut oser. Parfois, c'est comme ça que ça marche. Il faut oser. Parfois, il faut savoir aussi, effectivement, donc quand même être conscient des réalités, tu vois. C'est-à-dire que si tu vois un sportif de haut niveau, tu lui dis pas, moi à ta place, pépère, donc j'aurais plutôt centré ou je sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est qui le dit, tu vois. Et donc, tu vois, c'est-à-dire du haut de quelle expertise tu peux affirmer ta légitimité pour pouvoir dire chose. Bien sûr. Et très franchement. Aujourd'hui, l'homme que je suis jugerait peut-être sévèrement le jeune homme que j'étais, tu vois, sur cet aspect. Je me suis réconcilié depuis longtemps avec moi-même, mais sur cet aspect-là, c'est vrai que je me dis des fois, si je recevais un gars comme moi de l'époque, je suis pas sûr qu'effectivement... Je le renverrais peut-être par la porte. Je lui mettrais peut-être une gifle en disant écoute pépère, bon c'est bon, tu vois. Donc la porte est là. Du reste, c'est très intéressant ce que je dis là, parce que je fais le pont avec autre chose, tu vois. C'est que quand j'ai lancé donc ma boîte de pizza, j'allais voir tous les commerçants. Et je collais des affiches donc, sur les vitrines. Bon. Et j'avais fait ça parce qu'en fait, avant ça, j'avais lancé un système de marketing direct pour les commerçants de proximité. Et dans ce cadre-là, j'étais allé voir Sarkozy, j'avais pris un rendez-vous avec Sarkozy, qui était maire de Neuilly, qui m'a reçu. Et j'ai commencé à lui expliquer comment j'allais développer une relation avec les commerçants, etc. Et il m'a dit, jeune homme, je ne vous ai pas attendu donc, pour connaître les commerçants de ma ville. Voilà. Donc, je me rappelle de cette phrase un peu cinglante, tu vois, mais qui répond à cette posture du gars qui se prend peut-être pour un autre, quoi. Ok. Tu te retrouves en 95, élu parmi les 45 dirigeants de l'année. Ouais. C'était une consécration? Non, mais je me marre souvent là-dessus en disant on était 45, donc voilà, donc j'étais 45e, il en manquait un, tu vois, et donc ils m'ont mis 45e. Non, en marrant, donc, si maintenant je suis plus, la blague à part, on va dire, ce qui est très marrant, c'est que cette année-là, donc celui qui a été élu donc dirigeant de l'année, c'était Kita, donc qui est maintenant donc président du FC Nantes, que je tiens pour un sombre crétin en matière de foot, parce que moi je supporte le FC Nantes. Fan du FC Nantes. Okay. Voilà, exactement. Donc je trouve que, alors franchement, donc si tu veux, il les cumule, quoi. Donc j'ai du mal à comprendre même, si tu veux, des fois on dit c'est quoi la stratégie, mais enfin là, si tu veux, donc on se demande même on aimerait un début de logique, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué cette année pour le FC Nantes là. Toujours compliqué pour le FC Nantes depuis que Kita donc est à bord. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait il y a aucune ligne directrice, tu vois. À un moment donné,
un club, c'est une philosophie. Moi, je supporte que des clubs qui ont une philosophie. Et donc, le FC Nantes, c'était le jeu à la nantaise, c'était la formation. Et dans la formation, il y avait aussi l'éducation donc, des jeunes, puisqu'il les amenait au bac. Moi, je supporte le Stade Toulousain en rugby, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes ingrédients. Et je supportais feu le Limoges CSP donc, au basket, parce qu'il y avait aussi une continuité. Moi, j'étais très copain, par exemple, à une époque, avec Forté, qui malheureusement est décédé, qui était meneur de l'équipe de France, qui a fait sa très longue carrière à Limoges, donc Dacoury, tous ces gens-là, etc. Donc voilà, j'ai suivi tout ça. Et donc, je pense que le sport, c'est intéressant, et le sport de haut niveau, quand justement, donc, ça met en valeur donc, le mérite, l'excellence et la puissance du jeu collectif, puisque globalement, donc, t'es pas un seul individu. Du reste, c'est intéressant ce que fait le PSG, donc, en montrant que sans Mbappé, donc, on peut parfois gagner des matchs, donc, et avec brio. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce projet-là. Voilà. Et donc, un projet sportif, en fait, sans philosophie, n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand même, tu gagnerais. Tu vois. Alors, il se trouve qu'en plus, on perd. Suite à ça, donc, Mer et Océan et Sport Magazine. Ouais. Ça marche pas. Voyager Magazine, exactement. Mer et Océan et Sport Magazine, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Succès d'estime incroyable. Succès économique très, très difficile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était des magazines chers à faire, parce qu'ils étaient très beaux. Bon, donc c'était le Géo de la mer et le Géo du sport. Donc très cher à faire, des grosses productions. Peu de reventes, contrairement à mes autres magazines qui étaient sur la cuisine et le voyage, où j'avais des productions qui étaient moins lourdes et qui en plus pouvaient être revendues dans tous les pays. J'avais une agence photo, je revendais dans 40 pays. Et donc, comment elle s'appelait l'agence ? Visa Image. Ouais, Visa Image, ouais. Est-ce que tu connais par hasard Dupont FIDAP ? Non. Ça te dit quelque chose, non ? Non. Pourquoi ? Parce que je bossais avant dans une boîte qui était justement Dupont et ils faisaient un peu le même travail, si je crois bien, à la même période. Bah nous, écoute, on était dans 40 pays, on a fait des très grosses campagnes, donc beaucoup de chiffre d'affaires, et c'était génial, mais c'était un moyen d'amortir mes productions. Et dans le sport, en fait, je pouvais pas les amortir de la même manière, parce que moi, j'achetais des images, évidemment, sur les événements, je n'allais pas produire, donc j'achetais les images, et quand je produisais, c'était des productions studio, donc j'avais fait les 50 sportifs qui ont marqué le siècle, où ils étaient tous en costume, donc avec un accessoire de leur sport à la main, c'était une production magnifique, mais ça, à part la France, à qui je vais vendre ça à personne, c'est compliqué. Tu vois, voilà. Et donc, en fait, production très lourde, pas beaucoup de pubs parce que à ce moment-là, j'ai eu un effet de bord très important, c'est que, une décision gouvernementale qui a été l'arrêt donc des pubs sur les cigarettes, et donc ces canards étaient bourrés de pubs de cigarettes. Donc ça m'a privé d'une ressource très forte. Et troisième élément, le prix du papier donc a quasiment doublé. Et donc, tu te retrouves avec le coût matière qui double, des productions qui sont très, très lourdes et de la pub revenus en bas. Ouais, bon, voilà, tu comprends qu'a priori, tu es dans un squeeze. Tu as dit que tu avais vendu ton groupe pour très peu cher. Ouais. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir vendu plus tôt ? Ah bah oui, c'est l'histoire de ma vie, ça. Si tu veux, moi, quand on me dit, si vous pouviez recommencer, qu'est-ce que vous feriez de différent ? Moi, je dis tout. Parce que si je connaissais l'histoire par avant, si tu veux... C'est toujours plus facile dans ce évidemment, je change tout. Il faut vraiment être un gland pour dire je refais tout pareil. Moi, je refais tout différemment. Voilà. Donc, évidemment, à plein de carrefours de ma vie, j'ai pas pris les bonnes décisions. Là, j'ai eu des opportunités donc très fortes parce que j'étais quand même donc, le 15e groupe de presse magazine français en m'étant lancé avec 500 000 balles. Donc, si tu veux, j'avais tout autofinancé. Donc, on arrivait à faire des choses avec 500 000 francs à l'époque ? Ouais, parce que j'avais un BFR très favorable, donc parce que tu encaisses très vite en fait et tu payes plus tard, donc le papier et l'impression, c'est ce qui m'a permis effectivement donc de financer en fait mon développement et tu y arrives parce que t'es créatif, tu arrives à faire des coups d'édition qui fonctionnent, notamment moi dans la presse cuisine, donc j'ai fait des hors-séries qui ont vendu jusqu'à 400 000 exemplaires, tu vois, donc à 20 francs, voilà, c'était un carton absolu. Donc en plus j'avais très très peu d'invendus, donc je vendais quasiment tout. Et en plus dans la cuisine, ce qui avait génial, c'est que tes invendus, tu pouvais les revendre parce que ça avait une valeur d'édition, parce que la recette est toujours là. Exactement. Et toujours. Okay. Et donc ça c'était voilà. Donc je me suis pas mal démerdé. Je bossais énormément, donc j'arrivais à compenser à moi seul plein de postes. Mais il y a un moment donné où tu atteins un peu tes limites, quoi. Donc j'ai fait 10 ans à bosser comme une bête, comme un damné. et ensuite, quand j'ai eu l'opportunité donc j'ai perdu du fric pendant 2 ans, j'ai gagné pendant 5 ans, perdu pendant 2 ans, puis après j'ai regagné, et là j'ai vendu, donc en me disant, ok, il faut que je décroche parce que j'ai fait mon truc. Ouais, et puis j'ai moins la fibre. J'avais toujours la fibre, mais j'avais moins, je sentais que j'avais moins d'énergie, quoi, que je commençais à tirer un peu. Moi, je bossais jusqu'à minuit, 1h du matin, etc. Donc je réattaquais à 7h. Tu vois, j'étais à fond sur la bête tout
le temps. À un moment, il faut relâcher. Ouais, j'ai senti que j'atteignais mes limites physiques, etc. Donc j'ai pris du poids, etc. C'est à ce moment-là, tu vois. Et donc c'est très compliqué en fait, la charge mentale aussi à gérer, tu vois. Bon voilà, donc je m'en suis bien sorti. Et c'est pour ça que tu as lancé du voyage? Après? Ouais. Pour pouvoir partir en vacances rapidement. Non, en fait, pourquoi avec Yvan, donc je lance Easy Voyage, tu veux dire Easy Voyage, Easy Voyage. Ouais, alors j'étais déjà dans le voyage parce que j'avais l'agence photo, j'avais le magazine Voyager, j'ai fait le magazine du Club Méditerranée, j'ai fait le magazine de la compagnie Corsair. Donc tu es déjà très voyageur. Là, voilà, et j'étais très connu dans le voyage. Donc, et donc du coup, j'ai réfléchi surtout donc, au digital et ce que le digital allait nous apporter. Donc dès 96, moi j'ai commencé donc, à réfléchir donc, à ces sujets. Pourquoi? Parce que j'avais l'agence photo. Donc avant, on faisait les duplicata, on a commencé à envoyer des documents directement donc, par Internet. Ça a été le début un peu, si tu veux, de cette révolution. Voilà, le transfert. On a commencé, donc on a arrêté la gravure, donc, et on a commencé à envoyer des CD. Donc, tu vois, alors qu'avant, on collait nos hectares, on envoyait un graveur qui nous renvoyait donc, la gravure qu'on envoyait donc, à l'imprimeur. C'était très compliqué. Et troisième sujet, j'ai fait un hors-série sur la mort du commandant Cousteau donc pour Mer et Océan, et j'ai récupéré un document donc de New York dans la nuit. Donc c'était très long, ça grésillait, là, ça faisait du bruit. Bon, mais n'empêche qu'on a récupéré le document et donc j'ai vu la puissance du web. J'ai commencé à comprendre la puissance de ce qui est en train de se passer. 96-97. J'y connaissais rien. À l'époque, j'ai même pas un ordinateur sur mon bureau, d'accord. Donc alors que je suis le premier à avoir introduit les maquettes en Macintosh en 90, donc avec l'Express. Donc j'ai acheté les premiers Macintosh A3, donc parce que j'avais compris que ça allait révolutionner complètement les maquettes, tu vois. Donc et puis surtout les maquettes, c'était une grosse frustration parce que les corrections étaient compliquées, alors que là, tu disais au gars, change-moi ça, fais-moi ci, tu voyais en temps réel. Enfin, c'était magique. Il faut comprendre d'où on venait. Hein. On venait d'un métier où tu avais des typographes, tu avais des gens qui faisaient les mises en page, qui mettaient... qui prenaient des lettrines, donc tu vois, c'était voilà, et on passe d'un seul coup, Macintosh était une révolution. Bref, j'avais compris ça, donc j'avais bien basculé. Donc là, c'est pareil, je comprends que il se passe un phénomène qui va tout changer. Je sais pas exactement comment, mais je me dis, il faut se positionner. Ouais, je me dis ça va changer le rapport entre les consommateurs donc, et les producteurs. D'un seul coup, effectivement, tu vas pouvoir communiquer en direct. Je me rappelle d'une phrase en fait qui m'avait beaucoup marqué, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais où j'ai fait un parallèle. Quand Tapi a fait Ambition, tu vois, on se rappelle du grand succès d'Ambition sur TF1, il a dit aux journalistes, à la conférence de presse, il a dit « Je vous ai tous baisés, maintenant je vais parler en direct avec les gens. » Tu vois, voilà. Et je me suis dit, mais Internet, c'est ça en fait. On va pouvoir parler en direct avec les gens. Ça change tout, tu vois. Et voilà. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire, quelles étaient mes compétences, comment je pourrais utiliser l'outil. Et donc, j'en suis arrivé au voyage en partant d'un principe que le voyage étant dématérialisé, le voyage étant donc un transport d'informations donc, sur lequel on avait un retard toujours donc, à l'allumage puisqu'on récupérait l'information trop tard et sur les prix et sur les qualités des produits, et bien là, d'un seul coup, on allait avoir tout ça en direct. Directement, sans passer par et ça allait changer complètement, ça allait révolutionner le secteur. À quoi ça ressemblait à l'époque quand on voulait booker un voyage? Avant Internet. Ah bah, quand on voulait booker un voyage, c'est très simple, tu allais dans une agence de voyage. Donc, obligatoirement une agence de voyage? Alors, pas obligatoirement, tu pouvais aussi acheter en direct, tu pouvais acheter par ton CE, etc. etc. Donc, il y avait plusieurs leviers, mais globalement, il fallait booker par un acteur, donc, par un acteur donc, industriel, et celui qui trustait tout le marché, c'était évidemment donc, l'agence de voyage. Et donc, les gens même faisaient la queue quand les catalogues du Club Méditerranée ou de Nouvelles Frontières sortaient, tu avais la queue sur le boulevard, donc, et de gens à la place de la Bourse, pas loin d'ici, donc, puisque sans trahir de secret, donc, on est dans ce quartier-là, et les fidèles venaient pour être les premiers à pouvoir booker, et être sûrs qu'ils auraient, ils auraient effectivement donc leurs produits. Du reste, tu vois, quand je fais le magazine du Club Méditerranée, je le conçois pour les 44 000 donc, millésias, là, qui étaient ceux qui achetaient une fois par an du Club Med. Ceux-là, si tu veux, c'était la clientèle fidèle du club. Tu pouvais leur dire n'importe quoi, ils allaient au club. Et ces gars-là, c'était eux qui faisaient la queue, donc dès l'ouverture des réservations pour avoir, tu as peut-être connu ça, donc pour avoir donc, les places au club. Et donc, il y a eu Agadir, etc. Puis après, ça s'est développé. Bon. Et donc, moi, je me dis, mais attends, tout ça, ça va changer. En plus, si tu veux, qu'est-ce qui changeait? Qu'est-ce qui allait changer très fortement? C'était la fin de l'obscurantisme. Toi, tu lisais dans le journal que tu avais un billet d'avion possible à 400 euros pour aller, 400 francs à l'époque, pour aller donc à New York. Bon, tu allais dans une agence de voyage et tu disais donc à la jeune femme, bonjour, j'ai vu qu'il y avait le billet à 400. Elle avait l'ordinateur, toi, tu n'avais rien, tu étais de l'autre côté. Juste avec ton petit journal. Elle tapotait. Elle disait, oulala, vous avez vu ça où?
parce que là, c'est 700 et il reste plus que 2 places. Donc si vous les voulez à cette date-là, il faut booker tout de suite. Bah, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu dis, bah oui, madame. Il n'y a pas le choix, quoi. Exactement. Alors que là, d'un seul coup, tu as eu l'information, tu as vu que ça bougeait les prix. Et le yield management, qui était quelque chose, effectivement, donc, qui était l'apanage que des groupes industriels, est devenu en fait un outil d'appréciation. Et comme tu viens de le dire, évidemment, je me suis dit, ce qui va tout changer, c'est la comparaison. On va pouvoir comparer. Moi, j'avais aucune idée de comment il fallait faire pour comparer. Je ne savais même pas comment marchaient les systèmes informatiques, etc. Mais je me suis dit, on va pouvoir comparer tous les prix, quoi. Et donc, ça, c'est génial. Et voilà, je suis parti là-dessus. Plusieurs années après, fast forward, tu cèdes l'entreprise à Webedia. Ouais. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Donc 10 ans de presse, 20 ans quand même de digital, tu vois. Donc des expériences quand même assez longues. Donc on se retrouve il y a 7 ou 8 ans, c'est ça? Exact. Tu cèdes à Webedia. Ouais, quand tu pars. Alors je cède à Webedia en juin 2015, mais je reste... Tu restes un petit peu 2 ans, je reste 4 ans. Non, 4 ans, parce que je devais faire 3 ans, ils m'ont demandé de faire un an de plus. Okay. Donc je reste 4 ans et je quitte donc mars 2020. Voilà, tu vois, donc c'est quasiment 5 ans, même juin 2015, mars 2020. Ça s'est bien passé la transition avec Webedia? Oui, très bien. Moi, je me félicite d'avoir cédé à Webedia. Des gens très bien. J'aime beaucoup Céric Siré, qui est le patron de Webedia, donc, et Véronique Morali, donc, qui en est la présidente. Voilà. Suite à ça, tu décides de te relancer dans l'entrepreneuriat, que tu n'as jamais lâché, avec Fairmove. Ouais. Bah écoute, alors, si tu veux, la seule difficulté que j'ai eue durant ces 4-5 ans donc, chez Webedia, c'est que j'étais plus maître à bord. Voilà. C'est compliqué ce moment-là? Ouais, alors c'était moins compliqué par le fait que j'étais avec des gens intelligents. Voilà, et que donc, globalement... on avait des discussions qui étaient des discussions argumentées et donc des prises de décision qui me semblaient cohérentes, tu vois. Donc voilà, donc c'est toujours plus simple parce que c'est compliqué quand même de céder son bébé sur lequel tu as bossé 20 ans et de dire bon non, tu es rouge et toi tu dis noir, mais non, c'est rouge au final, quoi. Le moment le plus compliqué d'ailleurs, c'est quand on déménage, parce qu'au début on fait 5-6 mois où on reste donc dans nos locaux. Bon, là c'est toujours moi qui dois mettre à bord, les gens continuent à me considérer comme étant effectivement donc le chef, et la seule voix de Webedia dans l'entreprise, c'est la mienne. Bon. Quand on déménage, donc on est accueilli par Cédric et il fait un petit speech. Voilà. Et là, d'un seul coup, je matérialise que c'est plus moi le chef. Et là, tu te rends compte. Exactement. En plus, il monte sur une estrade, il monte sur une chaise, etc. Donc, il dit, bon alors les gars, tac, 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 etc. Et moi, j'étais sur le côté, et même, j'avais le sentiment de rétrécir au fur et à mesure qui parlait. Donc, tu as raison, c'est toujours des moments psychologiques, évidemment, qui ne sont pas simples. Ouais. Tu arrêtes, 4 ans plus tard, mars 2020, Covid, Fairmove. Ouais. Sans rapport avec le Covid, peut-être? Oui et non. C'est-à-dire que ce qui a rapport avec le Covid, c'est que je quitte Webedia, donc mars 2020. Et donc, c'est pile au moment où le président, il annonce... c'est ça, le 12. Le 12 mars, c'est le moment où Sarkozy, j'allais dire, non. Donc, Macron, non, mais je sais bien. Donc, mais je revenais tout à l'heure à mon exemple de tout à l'heure. Donc, c'est donc le 12 mars, c'est le moment, effectivement, donc, où Macron fait son pitch. Et on aux 20h, donc, et on comprend que sans doute on va être confiné. Il ne le dit pas encore, mais il dit Édouard Philippe va vous indiquer, etc. Bon. Et donc c'est le moment où tout le monde commence à paniquer, à se dire mais on va rejoindre nos maisons de campagne. Et donc il y a ce fameux week-end de transhumance où tous les gens partent, vont chez des potes, dans leur famille, vont où ils peuvent. Mais on leur dit il faut partir parce qu'on ne va pas rester confiné dans les villes, parce qu'après ils disent on va bloquer tout. Et tu te dis attends, je ne vais pas rester à Paris confiné enfermé dans un petit appart. Donc il va y avoir un jardin. Bon, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir le faire, évidemment. Et donc moi, je réfléchis très vite et je me dis, bon, ok, je pars en Bretagne. Donc, je vote, parce que je rappelle que c'était le dimanche donc, des élections donc, à Paris, et ce qui a sans doute donc, permis donc, à Hidalgo d'être élu, parce que tous les gens qui votaient contre elle sont tous barrés et peu de gens ont voté. Donc, moi, j'y suis allé. Donc, j'aurais voté même pour une chèvre. Donc, mais je n'ai pas voté pour une fois, j'ai voté contre. Donc, non, je dis ça parce que je pense que la gestion d'une ville, c'est quand même fondamental quoi, donc, dans l'équilibre des gens. Et que globalement, voilà, aujourd'hui, on a rendu Paris invivable et je pense que ça pèse sur la psychologie de Tu sais que j'ai mis 10 minutes en scooter pour me garer pour venir ici. Non, mais rien ne marche, si tu veux. Il n'y a rien qui va. Voilà, donc moi, à la limite, mesure par mesure, on peut peut-être dire que c'est pas idiot, à la limite, voilà, mais l'addition de toutes ces mesures fait un chaos généralisé. Et alors, il y a un truc sur lequel, en tous les cas, c'est bidon intégral, c'est évident, c'est la gestion des travaux. C'est-à-dire que moi, demain, tu me confies la ville de Paris, je peux te dire que déjà, je vais régler pas mal de problèmes. Parce que je vais mettre des pénalités à tous ces glands qui montent des chantiers et qui vont jamais, effectivement, donc, envoyer donc, un ouvrier. On peut imaginer une carrière en politique, peut-être? J'aurais adoré. Un, c'est un peu tard, même si Biden peut prouver le contraire. Donc, et deux donc, je ne sais pas si je serais très bon, si tu veux, parce que je fais le malin comme ça, etc. Mais il faut avoir le cuir hyper épais, parce que tu passes ton temps à te faire défoncer quand tu fais de la politique. C'est très compliqué, la politique. Et donc, en fait, tu agis pour l'intérêt des gens.
et tout le monde te reproche effectivement donc tes actions. Il y a toujours un problème. Et t'oppose le fait que t'as fait ça pour d'autres, etc. Et donc trouver des grands équilibres, réussir à les expliquer, entraîner tout le monde dans un projet collectif, c'est à la fois passionnant, mais sans doute très fatigant. Compliqué. Mais si j'avais l'opportunité, pour poser la question, de le faire de manière donc assez simple, c'est-à-dire, quand je dis assez simple, c'est de manière non politisée. C'est-à-dire que ce que j'aimerais pas, c'est être adhérent d'un mouvement politique et d'être comptable, là encore, si tu veux, d'éléments de langage, de stratégie, etc. Moi, je veux être un homme libre. Et rendre la ville meilleure. Rendre la ville meilleure. Et cet homme libre étant pragmatique, ayant pour ambition, si j'avais un programme pour Paris, moi je dirais 2 choses. Sécurité, propreté. On me dirait, oui, mais qu'est-ce qu'on a ? Sécurité, propreté. Oui, d'accord, mais sécurité, propreté. Moi, quand j'entends Hidalgo me parler de vision politique, etc., mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Elle a fait 1% au présidentiel, mes mères. Donc, son sujet, c'est les pots de yaourt dans les rues, les frigos à travers les trottoirs, les gens qui défèquent dans la rue. C'est ça notre problématique. C'est pas... Et qu'on fasse ça intelligemment, qu'on fasse ça de manière, etc. Donc, très bien, mais il faut y mettre beaucoup d'énergie. Moi, j'irai avec les éboueurs le matin à 5h du mat pour voir pourquoi, effectivement, donc, 10% de la poubelle se retrouve sur le trottoir. Donc, tu vois, etc. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, donc, la politique, c'est complètement déconnecté des réalités du quotidien, donc des gens et tout le monde veut faire de la stratégie politique, veut faire du dogmatisme, etc. Bon, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. On se retrouve donc Covid, mars 2020. D'où vient l'idée de faire Move ? Écoute, l'idée de faire Move, elle est très simple. C'est que donc, le Covid, évidemment, donc, participe au fait qu'on vit un instant particulier donc, de l'histoire de l'humanité. Hein, donc, on peut le dire comme ça. C'est pas trop fort que de dire ça. Donc, un moment particulier de l'histoire de l'humanité où les choses s'arrêtent, où le temps s'arrête. Okay. Et donc, quand le temps s'arrête, bah, c'est le moment de réfléchir. Voilà. Et dans un monde où tu es tout le temps en mouvement et où tu as effectivement donc, peu la capacité à prendre du recul et donc de la hauteur, bah, le Covid a permis ça. Okay. Donc, je suis en Bretagne, je réfléchis. Il se trouve qu'en plus, j'ai la chance donc, de ne plus être aux affaires. Donc, d'avoir de l'argent, parce que j'ai vendu, donc j'ai quand même touché 3 ronds. Et troisième truc, j'ai une expertise, parce que j'ai 55 ans. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que je n'ai jamais considéré mon âge. Maintenant, je commence à le faire. Okay. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Quoi. Et donc, me dire, alors, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, au début, je me dis, j'investis dans des boîtes. Donc, j'avais commencé à investir dans des startups, donc, notamment des startups qui ont un rapport donc, à l'évolution du monde donc, et au changement des modèles. À partir de quand tu as commencé toute cette partie Très tard, parce qu'en fait, j'avais toujours eu un pack d'actionnaires donc, qui m'empêchait de le faire. Okay. J'ai essayé de faire plusieurs fois des investissements. Donc, mes actionnaires m'ont bloqué en me disant bah non, c'est du voyage. Notamment, j'ai loupé Blablacar. Donc, je le raconte souvent. Donc, à la fois parce que je n'ai pas été assez déterminé, mais aussi parce que mes actionnaires donc, m'ont dit non. Pas très chaud. Voilà, j'aurais pu essayer de passer en force, etc. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, quand je suis arrivé chez Wemedia, j'avais une clause qui disait que je pouvais investir en dessous de 5%. Donc, déjà sans leur demander. Bon, là, ça changeait un peu la donne. Et puis, au-dessus de 5% en leur demandant. Voilà. Et donc, j'ai commencé à discuter avec Cédric sur un cas ou deux. Il m'a dit, aucun problème, vas-y, fonce. C'était très fluide. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le bon moment. Donc, là, j'étais quand même moins concerné donc, par les affaires, même si je pilotais toujours donc, l'entreprise. On a racheté une autre boîte, etc. Mais j'avais moins de charge mentale et moins de pression. Donc, je me suis dit, j'aurais pu me mettre au tennis, voilà, donc au ping-pong donc, ou au tarot. Moi, je me suis dit, je vais m'intéresser aux startups. Voilà, et donc, c'est pour ça que je dis tardivement, parce que j'avais fait 2-3 trucs avant, mais voilà, c'est là que j'ai vraiment commencé. Qu'est-ce que tu regardes dans une startup ? Écoute, qu'est-ce que je regarde dans une startup ? Bon, d'abord, il faut expliquer que les startups, c'est très risqué. Parce que, bien sûr. Évidemment, donc, on est au début de l'entreprise, on est très early, et donc, parfois, on a que quelques mois de chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires qui est relativement faible. Et donc, la démonstration de concept, elle est souvent plus intellectuelle que financière. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ? Moi, je regarde essentiellement donc 3 choses. Donc, est-ce que je crois dans ce marché ? Voilà, est-ce qu'il y a un marché qui va se développer ? Voilà, donc c'est une sorte de la pizza, quoi. À l'époque, tout le monde disait personne n'ouvrir sa porte, les gens veulent pas qu'on rentre chez eux, il y a des codes partout, etc., etc. Donc tout le monde te met en avant tous les freins. Bon, voilà, et il y a toujours sur tous les sujets plein de freins. Bon, et moi, je ne voyais que les opportunités. Voilà. D'accord. Et donc, je fais la même chose. Je dis, est-ce que il y a un marché qui va être porteur ? Donc, premier élément. Deuxièmement, donc, est-ce qu'on aura les moyens de cette ambition ?
Parce qu'il peut y avoir un marché de dingue, mais justement, ça veut dire que tous les gros vont dire... Il faut pouvoir rentrer dans le marché et avoir les moyens. Voilà, quels sont les moyens qu'on a? Donc, les moyens à 3 niveaux. Humains. Est-ce que l'équipe est capable de délivrer ce truc-là? Deuxièmement, donc, les moyens financiers. Voilà. Donc, est-ce qu'on aura le temps de pouvoir effectivement donc, le délivrer? Est-ce qu'on a les investissements donc, suffisants? Et troisièmement, est-ce qu'on a une carte différenciante par rapport à tous ceux qui vont s'attaquer au même sujet? C'est quoi notre différence? Si tu attaques un gros marché, tu n'as pas de moyens, tu as une équipe moyenne et que tu n'as pas de différence avec les autres, c'est compliqué. Tu vois, tu as la conclusion tout de suite, si tu veux. Voilà. Et troisième élément, mais que ça renvoie effectivement donc, aux deux autres, donc le deuxième étant splitté en 3. Donc, dernière chose, je n'y vais que si j'ai un sentiment de bien comprendre le sujet et de pouvoir apporter donc, un complément donc, à la structure en place. Voilà. C'est complément qui est ton réseau, tes synergies, tes idées. Tu vois, c'est assez vaste. Hein. Donc, mais voilà, si je pense qu'il faut jamais investir sur un sujet qu'on ne comprend pas. Voilà. Ça nous renvoie aux cryptos. Plein de gens investissent sur les cryptos en pensant que c'est du casino. Et il dit c'est comme le rouge ou le noir, quoi. Et puis on verra bien ce qui se passe. En général, ces gens-là, à la fin, ils sont 99% du temps perdants. Ben, c'est eux les dadons de la farce tout le temps, évidemment, si tu veux. Donc, d'ailleurs, on l'a bien vu, même si tu veux, sur les copy traders, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars qui sait ce qu'il faut faire, je crois qu'il va te donner des conseils pour 2 balles, donc de faire comme lui. Ben, attends, le mec, il y arrive tout seul. C'est qu'il y a un souci quelque part. Si tu veux, dès le départ, il y a un truc qui va pas. Un mec qui te dit je vais te rendre riche, si tu veux. Donc, fais comme moi, tu vas être riche, etc. La question la plus posée, c'est pourquoi? Pourquoi moi? Si tu veux, s'il te dit, t'es mon frère, tu me dis, ok, c'est peut-être possible que mon frère m'aide à devenir riche. Enfin, si t'es un mec que tu connais pas depuis 5 minutes, si tu veux, donc crois-moi qu'il y a un souci. Il y a un souci dans le truc. Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer à Qui veut être mon associé? Alors on verra sur Fairmove parce que j'ai pas développé le pourquoi de Fairmove hein, donc pour l'instant et ce que j'ai fait effectivement donc en 2020 mais si tu veux et alors pourquoi donc je fais le rapport entre les deux parce qu'en fait Qui veut m'associer m'a contacté parce que je relançais donc quelque chose et donc il dans un premier temps donc ils avaient pour idée de me faire passer comme candidat, enfin de voir si je pouvais être candidat, voilà, en se disant ça va faire un événement quoi, tu vois, t'as à la fois donc un type qui a fondé des boîtes, âgé qui a de l'expérience, le niveau de discussion va pas être le même avec les investisseurs, etc. Tu vois, alors ça aurait été marrant de voir Nadir pitchant devant Bourbon et Bourbon me disant mais ton BP j'y crois pas, etc. Bon, voilà, on aurait pu avoir une scène cocasse. On aurait pu avoir une scène sympathique. Voilà, donc ceci dit, donc je connaissais pas Anthony à l'époque, donc c'est pas lui que j'ai pensé, mais plutôt donc à Marc, à Fred Mazella parce qu'il était dans le investisseur de la première saison, donc je savais pas moi qui revenait pas dans la deuxième. Donc Catherine Barba qui était aussi dans la première, tu vois, que je connaissais. Donc voilà les 3 que je connaissais de la première saison. Et je m'étais dit, j'ai dit à moi jamais je passerai devant ces gens-là que je connais bien, qui sont des potes pour la plupart, pour leur expliquer mon BP, etc. Donc ça c'est no way. Et en plus je dis donc votre émission est nulle. Voilà. Et donc je compte pas passer dans cette émission. Voilà. Et donc ils m'ont dit pourquoi l'émission est nulle. Voilà, bon, et là, j'ai exposé que ma vision, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interaction entre les investisseurs, chacun était dans son couloir, et donc ça manquait d'énergie. Voilà, donc, parce qu'à un moment donné... T'as vu un pilote? Ils t'ont montré un pilote avant? Non, mais j'avais vu la saison 1, 20 minutes, et j'avais zappé. Et donc, c'était d'ailleurs une de mes références que je leur ai exposées, qui était de dire, mais attendez, 6 mois, je ne regarde pas, personne ne regarde. Et parce que moi, je suis à fond là-dedans, ça m'intéresse vachement, et donc j'avais regardé la première, et j'ai trouvé ça nul, et j'ai zappé. Ils m'ont dit, mais t'es pas la cible, c'est plutôt les 18-35 ans, parce qu'il faut rappeler que Qui veut m'associer a un gros succès chez les jeunes. Chez les jeunes, bien sûr. J'ai dit, ok, mais quand tu as joué au foot, donc si tu veux, même à 70 balais, tu regardes les matchs. Voilà, donc je pense que Pelé, donc jusqu'au bout, regarde des matchs du Brésil, quoi. Donc voilà, donc Dieu sait que je crois pour Pelé, mais en tous les cas, donc c'était pour donner une référence audible et compréhensible de tous. Et donc du coup, je dis ça et je dis troisième sujet, donc. Les conclusions ne sont pas assez développées. Voilà. Et ça, j'ai expliqué plusieurs fois que moi, j'ai beaucoup regardé donc, des émissions de télé-réalité, etc. Et je trouve que les jurys, nous, on n'est pas jury, on est investisseurs, donc c'est encore plus fort. Hein. Je pense que dans la graduation, on est au niveau le plus élevé donc, du conseil, puisque quelque part, donc, quand on prend une décision, c'est notre argent et ça a des conséquences donc, pour nous, nos familles, etc., le cas échéant, donc, en termes d'investissement personnel, de temps, d'image, de réputation, de moyens qu'on va y consacrer, etc. Donc, c'est autre chose que de dire à un gars, je te mets dans mon équipe, et puis la semaine d'après, donc il est éliminé. Hein. On n'est pas du tout dans le même registre. Hein. Nous, on part avec les gars donc, pour 4 ans, 5 ans, exactement. Donc,
je trouvais que les conclusions n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Okay. Et donc, c'est ce que j'ai exprimé. De là, ils m'ont fait faire un casting. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit, est-ce que tu serais d'accord? Ils m'ont rappelé pour me dire, 3 semaines après, moi je me suis dit, plus jamais ils vont m'appeler. J'ai dit, gars, tu les as défoncés. Il n'y a pas moyen que. En général, c'est quand même un pas de leur part de t'avoir rappelé en mode, on est d'accord avec toi, viens nous aider. Alors là, ils me rappellent. Alors, avec en main un nouvel élément, c'était une étude qu'ils avaient faite et qui disait, grosso modo, ce que j'avais dit. Bon. Okay. Et donc, ils me disent, tiens, donc on te rappelle parce que, grosso modo, t'avais vu juste. Bon, premier élément. Donc, deuxième élément, ils me disent, M6, on a parlé de toi, ils te connaissent, etc. Parce que j'ai fait plusieurs fois Capital, j'ai fait des C dans l'air, ça n'a rien à voir avec M6. Mais ça te rend visible. T'es passé dans les grandes gueules aussi? Beaucoup. J'ai fait 25 fois, je crois, les grandes gueules en tant qu'invité. Donc, un petit bonjour à Truchot et Marchal au passage. Donc, et j'ai été chroniqueur aussi, même dans les grandes gueules, un été. Donc voilà. Donc, j'ai fait du média et les gens savaient que j'étais assez à l'aise et que donc, globalement, je pouvais être un bon client pour cette émission. Voilà. Okay. Et donc, ils m'ont proposé de faire un casting d'1 heure donc, sur le sujet. Donc, j'ai dit OK. Moi, en pensant que je ne serais pas pris. Et pas du tout en ayant un sentiment donc d'humiliation sur le fait qu'on me dise il faut faire un casting. Je me suis dit tous les grands acteurs font des castings. Tu vois, je suis pas comme une vedette de la télé. Donc et troisième élément, l'exercice est marrant. C'est-à-dire que moi je me suis dit, même si je suis pas pris, je veux dire, c'est une vraie expérience de dire sympa voilà, j'ai fait un casting. Exactement. Et de me dire tiens c'est un truc nouveau. Voilà donc j'y suis allé. Donc tout feu tout flamme. J'ai redit tout le mal que je pensais de cette émission plus tout le mal que je pensais de toutes les autres émissions d'M6. Donc voilà, tout le monde se barrait comme toi parce que pourquoi les gens se marrent quand je suis comme ça donc un peu déchaîné parce que je suis en sincérité et que moi je suis bienveillant, c'est-à-dire que je dis ça dans une logique constructive. Moi je donne pas de leçons aux gens, c'est-à-dire que qui je suis pour donner des leçons aux gens. Donc moi on me demande mon avis, je le donne, voilà. Et donc encore une fois dans une logique de progression. Et donc à ça, on me rappelle plus tard, une semaine après, on me dit ok c'est bon, on y va, etc. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à prendre peur. En me disant, mais je suis vraiment un gland intégral parce que j'ai vendu à ces gens que moi j'allais changer l'émission, etc. Alors que j'y connais strictement rien, que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et que je passe sur M6 sur une des émissions les plus regardées. Voilà, et je me suis dit, mais attends, je suis complètement inconscient. Quoi, voilà. Et donc j'y suis allé comme ça, en me disant, bon ok, je suis inconscient, de toute façon on verra bien. Et donc j'ai pas du tout préparé. J'entendais dans un podcast que mon ami l'archevêque donc, a bossé comme une bête donc, le sujet, donc qu'il a vu toutes les émissions de tous les pays, etc., notamment les États-Unis. Voilà, moi, je n'avais jamais vu une émission de ce truc-là. Et donc, je suis arrivé, les mains dans les poches. 100% naturel. Voilà, 100% naturel. Et donc, après, les gens ont retenu mes punchlines, etc. Mais voilà, qui sont effectivement donc, nourris par ce que je vois, par l'instant, par la gestion de l'instant. Voilà, moi, en fait, je suis dans la gestion de l'instant. Donc, bon, et dans le rapport humain. Voilà, et dans les énergies, dans la création d'énergie positive. Et donc, je pense que j'ai apporté à cette émission, pour finir, une dynamique collective. Voilà, moi, je joue collectif. Voilà. Je ne cherche pas à la jouer perso. Donc, bien sûr qu'il y a des moments où je fais ma blagounette et j'essaie de poser des banderies. Donc, quand effectivement donc, j'en ai l'occasion sur tel ou tel cas. Mais globalement, c'est pas ça mon ambition. Voilà. Mon ambition, c'est qu'à la fin, on ait des séquences réussies et que les candidats repartent en ayant le sentiment d'avoir donc passé un moment qui va peut-être changer leur vie. Voilà, c'est ça qui est important. Et toi, d'avoir peut-être fait une bonne affaire aussi? Ça, c'est l'autre aspect. Tu as tout à fait raison. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier que c'est de l'investissement. Donc, c'est pas du club d'investisseurs filmé, c'est de la télé, mais c'est aussi de l'investissement. Bon, pour ça que je dis que c'est une conversation avec le réel, hein, donc, qui a des vertus pédagogiques, mais qui parfois donc a des vertus, mais parfois donc tend trop vers le spectacle. Voilà, donc c'est un peu la limite de l'exercice. Ceci dit, donc comment je gère un peu donc ma logique d'investisseur et mon rapport à l'investisseur dans cette émission, c'est très simple. Moi, je pense que en général, donc selon les saisons, je vais faire 80% des cas. Bon. Il y a une saison, j'ai fait 97. L'année dernière, c'était 80. Bon, voilà. Donc, tu vas rentrer dans 80% des projets. On tourne, tu as vu. On est 7. Les juges. On est 7, okay. On tourne. Tu vas être assis sur les. Voilà. Donc, je vais voir 80% des cas proposés. C'était le cas de l'an dernier. On a tous tourné avec 80% des cas, à part Stéphanie Delest qui a fait un peu moins. Et l'année précédente, donc, on avait fait 90 ou 95% des cas avec Anthony, on était les deux plus présents. Je me dis, OK, il y a 50 boîtes qui vont nous être présentées. Je vais en voir donc 45, grosso modo, ou 40. Bon, cette année, je crois que voilà, c'est une quarantaine. Et donc, il faut que j'investisse
faut que potentiellement, je sois en situation d'investir donc, dans un quart de ces boîtes. Donc, si j'en vois 40, ça en fait 10. 10 à 100 000 balles en moyenne entre les mecs qui veulent 50 000 et ceux qui veulent 300 000. Ça fait 1 million. Après, il y a ceux qui ne me prendront pas, etc. Donc, je pense même que si tu mets 150 000, ça fait 1,5 million. Dans le 1,5 million, il y a un tiers des cas que tu vas perdre. C'est-à-dire qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre. Non, ils vont prendre quelqu'un d'autre que toi. Parce qu'on fait des propositions souvent en se battant les uns contre les autres, et donc je ne suis pas toujours retenu. Anthony est très bon là-dedans, d'ailleurs. Même si je suis le meilleur, je suis pas toujours retenu. Ouais, Anthony est très bon, c'est-à-dire qu'Anthony a il a ce côté marketing peut-être un peu... oui, mais c'est du spectacle. C'est-à-dire que si tu veux, moi, je pense que, tu vois, je ne dis pas qu'il est mauvais, hein, donc c'est pas mon propos. Je pense que c'est une façon de faire, si tu veux, qui correspond à un schéma. Voilà, moi, si j'étais entrepreneur, je détesterais ça. Voilà. Donc, mais après, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'on a vu des scènes un peu compliquées où si jamais tu écoutes les offres des autres, des autres investisseurs, c'est mort, c'est fini. Ouais. C'est compliqué. Ça doit être un peu frustrant, même toi à ta place, quand tu veux. Ouais, enfin, moi, je pense qu'il faut être con pour accepter ça. Voilà, moi, je le dis clairement. Je l'ai dit sur le plateau. Je le dis tout le temps. J'avais utilisé cette formule donc, qui n'écoute effectivement donc, qu'une cloche n'entend qu'un son. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est assez vrai. Quand le candidat voit que son projet a plu et qu'il va avoir plein d'offres, si tu veux, pourquoi se précipiter donc, sur la première offre, quoi. Donc, je pense que c'est une erreur. Après, donc, c'est bien fait, donc de la part d'Anthony, donc il met de la pression, etc. Ça crée un moment donc, dynamique pour la production. Est-ce que c'est bon pour le candidat? Je ne pense pas. Comment ça se passe dans tous les deals où tu rentres? Donc tu dis à peu près au final 1 million. Est-ce que M6 te demande de rentrer un minimum sur les deals? Non, pas du tout. M6 ne demande rien. Okay. M6 choisit des gens dont ils pensent qu'ils ont le profil pour pouvoir investir et que globalement, si tu fais cette émission, tu en as quand même compris les règles et donc tu viens quand même pour investir. Quand tu fais Top Chef, en général, tu sais éplucher les carottes. Comment ça se passe ensuite? Une fois émission finie, voilà, c'est le moment de faire la due diligence, etc. Eh bien, écoute, ça enchaîne très vite en général. Donc, en tous les cas, moi, j'essaie de m'être. Donc, la première année, j'avais fait tout seul. La deuxième année, j'ai pris quelqu'un. Donc, j'ai donc Delphine qui m'accompagne et qui fait les due diligence financières. Je mets un avocat donc sur la partie juridique. Hein, donc, alors ça consiste en quoi? Due financière, ça consiste à voir si l'état de la trésor est bien ce qu'on a dit, si le BP tient la route, si les marges dans le BP sont à peu près donc celles qu'on a déjà constatées à date, et si on explique qu'on va les améliorer, pourquoi et comment. Ensuite, donc, on va aller vérifier donc que tu as bien payé tes charges sociales, que tu es à jour, que tu es bien en règle, etc. Et puis sur le plan juridique, il y a toujours des éléments assez forts que parfois effectivement. Les brevets, les trucs, etc. Est-ce que la marque est dedans? Est-ce qu'il a des brevets, etc. Donc voilà, tout ce qui a été dit sur le plateau, on le vérifie ensuite. Donc ça, c'est un moment important parce que quelqu'un pourrait dire mais moi je fais déjà 100 000 de chiffre d'affaires par mois, etc. S'il fait 10 000, voilà, on s'arrête là. Ça arrive ces moments-là où tu arrives dans des boîtes et là c'est arrivé, disons que des gens anticipent des résultats qu'ils n'ont pas encore. Okay. Et là, c'est quoi ta réaction? C'est bon, tant pis, désolé, au revoir? Ouais, en général, ça va être ça. Après, si tu as une explication ultra plausible et que finalement... Ou tu as un truc qui fait sens, etc. un petit décalage, etc. et que tu peux l'expliquer, why not? Mais bon, globalement, c'est vrai que quand même, il y a une rupture dans le pacte de confiance. Bien sûr. Ça t'est arrivé souvent, toi, finalement, de dire sur le plateau, oui, ok, je rentre 100 000 euros ou 150 000 euros, et au final, de ne pas rentrer? Oui, parce que moi, si tu veux, je peux prendre l'exemple de ma 3e saison. Donc, j'ai fait 8 deals en plateau. Et sur les 8 deals plateau, donc, se sont concrétisés que 3. Ok. Pourquoi? Parce que le premier, donc, j'ai jamais eu de nouvelles. Voilà, donc j'ai jamais reçu de document, etc. J'ai relancé, etc. Okay. J'ai jamais reçu de document. Bon, ils sont venus peut-être pour la visibilité. Mais effectivement, donc on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ensuite, donc il y en a 2 qui nous ont droppé. Je dis nous parce qu'on était plusieurs à chaque fois. Donc notamment j'étais avec Eric. J'ai fait pas mal d'investissements avec lui dans l'émission. On s'entend assez bien et on se complète surtout donc pas mal. Okay. Et donc on a été droppé, dont un cas où ils nous ont droppé la semaine de signature en disant non finalement on ne fait plus. Okay. Donc là ça en fait 3. Ensuite j'en ai droppé moi 2. Donc, 1, parce qu'on n'était pas d'accord sur le pacte d'actionnaires. Donc, voilà, le gars m'a dit, mais moi, je ne ferai jamais ce pacte d'actionnaires, etc. Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est comme ça. Et donc, la clause qui le gênait, c'était donc le fait de ne pas pouvoir donc, faire autre chose dans le domaine en question. Donc, ce qui paraissait quand même assez basique. Hein. Tu rentres dans un secteur avec quelqu'un, si quand t'as pas envie qu'il aille ouvrir une autre boîte derrière, bien sûr. En face. Bon, bref. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement d'intérêt. Donc, voilà. Et puis après, donc, j'avais, il y a un deuxième cas où
on attendait justement donc un gros contrat qui n'est pas venu et qui changeait complètement la nature de la boîte. Et donc, on a convenu d'un commun accord que je continuais à les suivre. Donc, on a des échanges régulièrement, mais je n'ai pas investi. Et donc, il est resté 3 cas voilà, où on a pu effectivement faire des investissements. Et d'ailleurs, on les a fait assez vite. Souvent, quand ça met du temps à se faire, après l'émission, c'est aussi. En général, quand tu tournes, l'émission est diffusée combien de temps après? On tourne en septembre-octobre, jusqu'à mi-octobre, et c'est diffusé en janvier, chaque année. Donc janvier-février, parce que cette année, il y a eu 8 soirées, c'était la plus grosse saison. Donc on a fait, moi j'avais fait, donc la première saison c'était 5, ensuite on a fait 6, et là cette année 8 soirées. Comment ça se passe? Vous êtes tenu au secret, vous ne devez pas parler des boîtes dans lesquelles vous avez investi, etc. On ne connaît rien des boîtes qui vont nous être présentées. Ok. On demande d'ailleurs aux candidats s'ils connaissent déjà un des investisseurs. Okay. Voilà, auquel cas ils sont. Si jamais soit ils sont droppés carrément, la boîte, soit l'investisseur en question il est. Et pas sur le plateau au moment où la boîte passe. Tu as tout compris, d'où le fait d'en avoir 7 qui tournent sur 5 fauteuils. Parce que souvent aujourd'hui, pourquoi vous changez, etc. Ça permet de gérer un peu des plannings, mais surtout de gérer ce genre de problème. Bon. Et puis d'essayer de mettre en face des candidats des investisseurs qui comprennent leur sujet. Bon, tu vois, quand il y a des sujets tourisme, autant qu'il y a un à dire. Quand il y a des sujets crypto, pas crypto, mais on va dire. Bitcoin, etc. Ou même. Vous en avez des sujets, vous n'avez pas trop de crypto qui Non, on n'a jamais eu. Il y a même eu ce gag. Il y a juste une fois qui a demandé à Eric d'accompagner sur une crypto. Mais qui était un gag total. Donc, si tu veux, voilà, on a beaucoup ri. C'est vrai que cette scène, tu sais que dans l'écosystème crypto, cette scène, elle est restée comme étant un gag, mais total, le pauvre. On parle du gars qui faisait la vaisselle. Exactement. Mais qui était un gars, qui était un duo très intelligent, très en réussite. Alors après, ils se sont séparés. Okay. Donc finalement, ce deal n'a jamais eu lieu parce que tu sais que 80% en fait, des startups qui échouent, c'est parce que les associés se mettent sur la gueule. En général, quand ils se mettent sur la gueule, c'est parce qu'il y a des tensions, peut-être sur le business model, etc. C'est parfois la conséquence d'autres choses. Mais enfin bon, en tous les cas, quand deux associés sur lesquels tu voulais miser se séparent, c'est compliqué. Voilà, franchement, si tu veux, c'est pas un bon signe. Toujours est-il que cette scène, effectivement, elle est d'anthologie, puisque le gars a voulu faire une contre-offre et il a réfléchi à quelque chose qui n'était pas idiot, si tu veux, mais qui a été présenté de manière complètement délirante et qui n'avait aucun rapport. Et donc, avec le sujet, et donc évidemment que là, il y a eu un blanc. Tout le monde s'est regardé. Moi, je me suis dit, comme je ne connaissais rien en crypto, peut-être qu'un truc m'a échappé. J'attendais de voir la réaction d'Eric. Je voyais. Qui est là, il est livide. De quoi tu parles? Est-ce que vous vous retrouvez souvent avec les membres du jury ensuite à discuter des offres et peut-être finalement rentrer sur une offre au début dans laquelle vous n'avez pas, t'as pas proposé d'offre, mais finalement en backstage, tu dis bon bah allez, je rentre, je mets un billet? Ouais, ça peut arriver. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais on discute beaucoup. Oui, après, si tu veux, donc il faut voir que nos journées, donc c'est que ça, donc pendant quelques jours. Oui, et donc on arrive le matin, donc à 8h. Hein, donc vous tournez où, à Nanterre? Plaine-Saint-Denis. Donc on arrive à 8h. On repart donc très souvent donc au-delà de 20h. On fait 6 cas par jour. On passe 1h15 avec chaque candidat. Et entre chaque dossier, on a, selon les cas, une demi-heure à 1 heure. Donc, entre chaque dossier. Et donc, évidemment, qu'on débriefe entre nous ce qui vient de se passer. Des fois, de manière un peu houleuse, hein, parce que des fois, on sort. Des fois, ça sort des. On est un peu énervé. On est encore un peu énervé dans le truc. Ça m'est arrivé. Donc, j'ai eu une passe d'armes avec Eric sur la saison 2, donc sur Biotimix, donc, où ils m'en voulaient à mort, donc de leur piquer le dossier. Voilà, donc il peut y avoir un peu de tension, bon, très bien. Mais en général, donc, c'est plutôt intelligent et courtois. Donc, puisque on s'entend bien, on a quand même des profils, alors pas similaires, mais on a quand même en commun un certain nombre de choses, et on a suffisamment en commun pour avoir des discussions riches et intelligentes. Voilà. On va parler un petit peu crypto, mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que fait Fairmove? Merci pour la question, parce que tout à l'heure on est passé un peu vite. Oui, c'est passé un peu vite. On a enchaîné start-up et je me suis dit, attends, on va remettre. Oui, t'as bien fait, ça avait du rythme. Écoute, donc Fairmove, l'idée de Fairmove est très simple, hein, c'est de mettre en avant donc tous les acteurs du tourisme qui agissent donc pour limiter l'impact négatif donc de notre business. Voilà. Donc aujourd'hui le tourisme en fait pour moi est un mal nécessaire si on veut prendre la vision donc de ceux qui sont contre le tourisme. Pourquoi? Parce que je considère que le tourisme est un levier, est un vecteur d'inclusion et d'emploi partout dans le monde et de création de richesse, et qu'il y a très peu d'équivalents donc parce que les grands leviers de développement, donc aujourd'hui industriels, agricoles, etc., sont préemptés par les pays développés et pas par les pays dits en voie de développement, et que donc le tourisme dans ces pays a un impact énorme, y compris sur la création d'écosystèmes donc à destination, quand on va faire en sorte que 80% des produits donc
soit des produits locaux, eh ben on va inverser complètement les sujets et on va donner de l'argent à les producteurs et on va recréer des systèmes gagnants donc à destination et on va limiter l'impact carbone parce que souvent 50% de l'impact carbone c'est importation, exportation. C'est un sujet qui te touche beaucoup, l'écologie ? Ouais. Moi j'investis que dans des boîtes quasiment qui ont un rapport, alors pas toutes. De près ou de loin avec les... En tous les cas avec les grands sujets du monde. Voilà. Okay. Donc l'écologie, on va dire, donc c'est d'un côté donc évidemment donc décarboner nos industries, décarboner le monde. De l'autre, donc c'est le combat pour l'eau. Puis il y a un troisième combat qui est la biodiversité. Donc je dirais que c'est les trois combats donc de l'écologie. Et puis il y a un deuxième grand pan donc de mon action, de ma réflexion, qui est l'impact social. Et dans l'impact social, donc il y a évidemment la redistribution donc économique et financière, mais aussi l'inclusion et la formation. Donc, et je pense que le tourisme a beaucoup de vertus sur ces sujets. Alors aujourd'hui, je peux aller sur Firmove, sur le site. Je book un voyage, comment ça se passe ? Écoute, la grande différence, parce qu'en creux c'est ta question donc avec les autres, c'est que nous donc on a sélectionné donc près de 4000 hôtels qui sont très engagés donc sur les actions RSE. Okay. J'ai donc 3 filtres qui sont très innovants par rapport aux autres acteurs, qui est un filtre qui te permet de voir tous les produits qui sont les plus écolos. Donc j'ai une note et j'ai un commentaire et j'ai des critères qui permettent d'apprécier donc l'impact écologique et l'engagement écologique de l'hôtel. Okay. Et c'est une note qui va de 5 à 10, donc tu peux dire montrez-moi tous ceux qui ont plus de 9, hein, donc très bien. Ensuite de quoi donc j'ai un autre critère donc qui est l'implication et l'engagement éthique donc et humain donc de l'hôtel. Est-ce qu'il paye bien les gens ? Est-ce qu'il y a assez de monde pour travailler ? Est-ce qu'il y a un plan de participation ? Est-ce qu'il y a un dépotoir derrière etc. Est-ce qu'il y a un dépotoir à ciel ouvert derrière ? Ça, c'est l'écologie. Non, pour les individus, c'est vraiment donc leur salaire, leur formation. Est-ce qu'il y a des formations qualifiantes ? Respecté, tu vois, donc ça, c'est très important. Donc l'engagement humain, tu vois. Donc parce qu'à la fin, ça fait des gens qui sont épanouis et ça crée effectivement donc aussi même des rapports humains qui n'ont rien à voir. Donc même si tu prends sur d'un simple plan effectivement donc vécu du produit, eh ben c'est un élément qui change l'expérience et évidemment de l'autre côté donc ça change la vie des gens. Et troisième donc levier, c'est l'immersion, c'est ce que j'expliquais, c'est donc l'écosystème dans lequel tu vas évoluer. Est-ce que tu es un acteur qui encourage des bonnes pratiques de l'écosystème ? Tu vois, je lisais une étude donc récemment qu'on a faite donc sur les hôteliers donc d'une région française que je ne vais pas nommer pour pas la disqualifier, où seulement 17% donc des produits du petit déjeuner étaient des produits locaux. De la région. 17%. Tu vois, moi, mon claim, c'est au moins 70%. Et je vise 80%, ce que j'ai expliqué donc tout à l'heure. Et bien ça change tout. Ça change tout parce qu'à ce moment-là, le tourisme devient un bienfait. Et alors, comment tu vas recréer donc ces produits locaux ? Eh bien, les producteurs, tu vas leur dire, on va faire de l'agriforesterie, on va faire de la perma-agriculture, on va faire du bio, donc on va replanter des arbres, on va revitaliser les sols, on va créer de la polyculture, donc, tu vois, et on recrée des systèmes gagnants donc à destination. Et on réintroduit aussi des produits parfois qu'on ne trouvait plus ou qu'on trouvait à très cher. Et donc, les populations locales vont aussi en bénéficier, tu vois. Et donc, voilà, moi, le tourisme, pour moi, ça doit être, et ça ne peut être, qu'un levier de réinvention sous l'autel, effectivement, de la redistribution. C'est une très belle chose, effectivement. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui vont dire « Ouais, mais ça va me coûter plus cher passer dans ce style-là plutôt que de prendre… » Très bonne question. Alors déjà, la première question, c'est sur les transports. Parce qu'après, on arrive au transport aérien. Et donc, moi, j'explique que d'ores et déjà, on peut prendre des mesures pour, effectivement, donc, voyager donc, mieux et voyager moins. Voyager donc, avec un bilan carbone plus acceptable. Donc, même si l'aérien, effectivement, donc, a de facto un bilan donc, important. Et comment faire en restant plus longtemps sur place. Donc, ça renforce aussi ma théorie que l'ailleurs a un goût, qu'on ne se déplace pas pour rien et que la politique d'immersion, c'est-à-dire qu'avoir une stratégie d'immersion locale, donc de partage, donc d'expérience, d'authenticité, donc d'approche culturelle des destinations, et bien tout ça effectivement donc nécessite d'y passer du temps. Donc il faut mieux faire un voyage de 15 jours que 2 voyages donc d'une semaine. Ça paraît tout bête, mais n'empêche que ça fait 2 vols en moins dans un bilan personnel. Moi, je suis partisan de supprimer les vols low cost qui ne servent à rien. Voilà, donc, et surtout de supprimer les investissements des régions dans les 10 vols low cost. Voilà. Okay. Donc, parce qu'on t'explique que quand on fait du Limoges-Édimbourg, ça permet aux gens d'Édimbourg de venir visiter Limoges. Ceci dit, ça permet aussi aux gens de Limoges de partir à Édimbourg. Donc, quelque part, c'est à somme nulle. Et tu as financé tout ça par l'argent de la région. Et en plus, effectivement, tu as un bilan carbone désastreux. Donc, pour moi, ça, c'est le niveau, effectivement, donc zéro. Par contre, développer, effectivement, donc permettre à l'île Maurice de développer donc l'emploi, la formation, grâce, effectivement, donc au tourisme et de limiter l'empreinte carbone parce que je vais prendre des vols directs, parce que je vais prendre des
avions de dernière génération qui limitent effectivement, donc qui ont 20% de carburation en moins parce que je vais donc utiliser des compagnies aériennes donc qui pratiquent les copilotages, donc c'est-à-dire moins de poids embarqué, etc. Tout ça en fait, c'est d'ores et déjà des conseils et on peut flécher tout ça et expliquer aux gens comment on fait, tu vois. Et donc ça change tout parce que aujourd'hui on est opposés, on a deux discours qui s'opposent. D'un côté, ceux qui veulent faire tout comme avant, de l'autre, ceux qui disent qu'il faut tout arrêter. Donc les décroissants opposés effectivement donc aux gens foutistes ou aux étourdis. Donc tu vois. Et au milieu, il y a plein de gens qui disent mais moi j'aimerais bien, etc. Donc trouver une voie médiane. Comment on fait? Alors certains disent c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard pour employer des bonnes pratiques. Voilà. Donc moi je pense que de toute façon, dernière chose, l'aérien va continuer à se développer parce que ce qui fait le développement de l'aérien, c'est pas nous, c'est les pays donc étrangers qui se développent comme la Chine ou l'Inde. Et donc ce qu'il faut, c'est décarboner très vite notre industrie et donc c'est flécher nos pratiques. Donc pour revenir à ta question, qui est de dire, mais alors comment on fait tout ça donc en payant pas plus cher? Bon. Et est-ce que c'est possible? La réponse est oui. La réponse est oui parce que quand tu vas retraiter les eaux grises, quand tu vas récupérer les eaux de pluie, quand tu vas produire de l'énergie solaire, c'est de l'investissement en amont, mais que tu vas récupérer sur 4-5 ans. Tu vois. Et donc à un moment donné, tu vas pouvoir baisser tes coûts de run parce que tu vas avoir donc investi en amont. C'est pareil pour les produits locaux. Quand tu vas acheter des produits locaux, donc à un producteur que tu auras financé, tu vas payer moins cher que les produits d'importation. Tu vois, et en plus, il fera 30 km pour te livrer. Donc l'impact CO2 est énorme. Là où un produit alimentaire fait en moyenne 3000 km. 3000 km, ouais, c'est la moyenne pour arriver dans ton assiette. L'alimentaire dans le monde, c'est 3000 km en moyenne. Effectivement, c'est compliqué. Et donc, là-dedans, dernière chose, il faut y mettre de la sobriété. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué pour l'aérien, mais il faut y mettre aussi pour ta consommation. Les pays où il n'y a pas d'orange, pas de jus d'orange le matin, jus de goyave, jus de papaye, jus de pêche, jus de mangue, jus de ce que tu voudras. Mais si tu veux, mais de production locale. Pareil, il faut respecter les saisons. Il faut faire attention quand même aux saisons. Oui, mais tout ça, en fait, ça produit quoi? Du plaisir. Parce que le produit de saison et le produit local, il a un goût bien meilleur, que tu n'auras jamais effectivement ailleurs. Et donc, ce goût de l'ailleurs, tu auras une justification à avoir vécu l'ailleurs. Voilà. Donc, quand on veut vivre l'ailleurs, il faut en accepter les conditions de l'ailleurs. Aujourd'hui, avec Fairmove, vous proposez quelle destination? Toutes les destinations, mais on a établi un Fair Score qui permet de voir l'impact de chaque destination au travers effectivement de 17 critères et de critères très importants comme par exemple on pourra en parler pour la crypto d'ailleurs, comme par exemple le mix électrique de la destination. Est-ce que c'est une destination qui produit l'électricité donc avec un bilan CO2 donc satisfaisant ou pas? Donc tu vois, tu as des destinations qui sont à rayer de ce point de vue, comme par exemple l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est que les centrales à charbon, c'est 750 grammes de CO2 pour 1 kW électrique. La France, c'est 80. Le Costa Rica, c'est 50. Donc moi, quand quelqu'un me dit je veux du green, etc., je dis allez au Costa Rica. 50 grammes de CO2, parce que l'énergie est produite uniquement... C'est un très beau pays, le Costa Rica. À l'hydraulique, oui, un pays magnifique. Donc tu fais très attention au bilan carbone. Oui, je dis aux gens, ce qui est important, effectivement, c'est de continuer effectivement, donc, à pouvoir voyager, de continuer à investir dans ces pays, parce que quand on me dit mais restons en France et on prend que le train et tout ira mieux, je dis non, on accroît les valeurs du monde, parce que globalement on prive d'abord donc des gens de pouvoir rencontrer d'autres peuples et donc le voyage ça rend intelligent et donc et en tous les cas donc ça rend plus empathique de l'autre, hein, donc très clairement. Et deuxième donc élément, ce levier économique est indispensable aujourd'hui à bon nombre de pays. Et je préfère moi voir des gens qui vont se développer dans leur pays plutôt que de voir des gens qui font du Uber Eats sur des vélos Uber Eats Paris et qui vont vivre dans des temps de Quechua et envoyer les sorties de leur salaire par Western Union à leur famille. Et ça, c'est une réalité du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre économique entre le Nord et le Sud qu'il faut prendre en globalité. On me dit 2 milliards de gens qui sont concernés par 2 degrés qui va faire monter les océans. Mais il y a déjà 3 milliards de gens qui sont concernés aujourd'hui par les problématiques économiques pour qui la fin du jour est déjà leur problème. Tu vois, et donc, entre la fin du jour donc, et la fin du monde, il y a un sacré delta. Et moi, je m'intéresse déjà à ces 3 milliards-là. Et je pense en sincérité, parce que moi, j'étais plus dans le tourisme, donc j'aurais pu faire autre chose. Je veux dire, je ne suis pas condamné à faire du tourisme. Tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, cette posture de Fairmove, elle est très compliquée parce que ce créneau que j'imagine et que j'exprime n'est pas aujourd'hui donc un segment de marché très développé. Donc, et je serais fier le jour où je pourrais dire j'ai fait voyager plein de gens qui ont du coup un bilan carbone qui est beaucoup plus faible qu'ils ne l'avaient précédemment. Qu'est-ce que tu peux répondre à ce moment-là? Vous acceptez les cryptos? Vous acceptez Bitcoin ou pas sur Fairmove? On accepte tous les cryptos. Bitcoin...
Niveau bilan carbone, etc. C'est très bonne remarque. Très bonne remarque. Donc, si tu veux, on accroît les problèmes du monde avec, effectivement, donc, les paiements en crypto, tu as tout à fait raison, la blockchain. Donc, voilà. Donc, alors, déjà... Bitcoin, pour créer du Bitcoin, c'est des milliers de kilowattheures qui sont utilisés pour, en fait, tout simplement résoudre un problème mathématique. Donc, ça ne sert à rien, cette puissance ne sert à rien, à part à créer donc, ce Bitcoin-là. T'as pas peur qu'on t'attaque sur ce segment-là? Si, mais... En disant, t'acceptes une monnaie qui est pas bonne pour l'écologie. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. On va pas avoir le temps de tout développer là-dessus. Mais alors ça m'intéresse beaucoup ce débat parce que c'est un débat passionnant. Si tu veux, donc déjà, je pense que ça veut dire que aujourd'hui, donc les mineurs, donc ont développé donc tout leur modèle basé sur l'installation dans des pays où l'énergie donc est pas chère. Bon, okay. Et c'est ça tout le modèle, c'est-à-dire on trouve des lieux et on met nos serveurs. Et voilà. Elon Musk, déjà en 2020-2021, avait abordé ce problème-là en disant « Moi, je reviendrai sur le Bitcoin le jour, effectivement, où il pourrait être green. » Du reste, j'ai noté qu'il est en train de développer toute une logique au Texas, donc à partir, effectivement, donc, de solaire. Donc, c'est comme pour le tourisme, faut flécher les bonnes pratiques, faut flécher donc, les bons acteurs, et il faut surtout encourager et pousser les acteurs à devenir green et à dire « Les gars, vous avez une responsabilité aujourd'hui, un impact CO2, il va falloir le faire avec de l'énergie propre. » Donc, bravo pour une fois donc, à Elon Musk, pour une fois, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut... pas être d'accord avec lui, mais en tous les cas, sur le fait de dire on va produire de l'énergie propre et donc ça va changer la réalité, c'est très important. Et donc moi je pense que Solana, j'avais cette idée que Solana était beaucoup plus green que les autres. Certains me disent mais pas du tout. Tout ça, bon, donc j'ai pas tout compris. C'est de la sémantique quasiment. J'ai pas tout compris, mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la crypto qui sera effectivement donc la plus green a, de mon point de vue, un vrai avenir, et c'est celle-là que j'encouragerais, c'est celle-là que je pousserais, et comme toujours, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut dire, changer les pratiques, allons dans le bon sens. Améliorons-le. Exactement. Aujourd'hui, Bitcoin est devenu green comparé à ce que disait Elon Musk il y a quelques années, parce que ça coûte beaucoup moins cher l'électricité renouvelable que l'électricité sortie Mais de... souvent, on peut réunir les deux. C'était mon exemple du CAPEX sur les hôtels. Si tu veux, quand tu investis dans du solaire, bah, tu n'as plus à payer effectivement le courant électrique au bout d'un moment. Donc évidemment que c'est vertueux. C'est pour ça qu'il faut effectivement donc, le pointer, l'encourager. Et si en plus c'est une valeur marketing, bah, tant mieux. Tant mieux. Écoute, merci beaucoup pour cette interview, Jean-Pierre. On n'a pas encore fini, on fait des petits jeux à la fin. Ok. Donc je vais te poser des questions, tu vas me répondre par oui ou non. Est-ce que tu en penses? Ouais, je suis assez mauvais pour répondre par oui ou par non. Tu vas voir, des fois je développe un peu, mais bon. Tu pourras développer, il n'y a pas de souci. Est-il important de s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger? Oui. Est-ce que la presse reste ta passion principale? C'est une manière de démarrer la journée. Je ne peux pas démarrer sans lire les journaux. Est-ce que le FC Nantes va réussir à sauver sa place en Ligue 1? Je pense que oui, mais ça va être comme chaque année très très dur. Gros rendez-vous contre Montpellier. Donc, je pense que oui, c'est le Havre qui va descendre. Est-ce que l'échec est indispensable pour être un entrepreneur à succès? Non, je pense qu'on peut. C'est très rare un entrepreneur qui n'a pas connu d'échec. Donc, d'ailleurs, personnellement, j'en connais quasiment pas. Mais j'ai en tête un exemple ou deux de gens qui ont eu plutôt des parcours que positifs, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Est-ce que l'argent est une fin en soi? Non, surtout pas. Bref, on le sait qu'évidemment, c'est un moyen. Enfin là, pour le coup, donc il y a vraiment que les imbéciles qui pensent que c'est une fin en soi. Et d'ailleurs, ceux qui pensent ça, en général, n'en gagnent jamais. Est-ce qu'en France, les gens ont peur du succès? Non, je pense que quand le succès est bien expliqué, d'ailleurs on voit bien qu'un Mbappé donc, a un succès donc, qui est encouragé, plébiscité, donc postérisé, et à côté Tavares donc, va se faire défoncer parce qu'il gagne trop d'argent, et donc quelque part je pense que Tavares gagnerait à être moins arrogant, à mieux expliquer effectivement pourquoi il gagne des ronds, et pas juste à dire bah, c'est comme ça. Changer la loi. Voilà, changer la loi, etc., qui est débile comme réponse, si tu veux. Tu vois, je pense que là encore, quand tu es en sincérité, eh bien, finalement, les gens adhèrent assez à ta réussite. En fait, ce qui est important, je dis souvent cette phrase, c'est pas que tu aies envie de réussir, c'est donner envie aux autres que tu réussisses. Voilà. Et quand tu donnes envie aux autres que tu réussisses, eh ben, ils sont supporters, et donc quand tu réussis, ils sont contents. Ils sont contents. Est-ce que l'on culpabilise trop les gens par rapport au climat? Non, je pense qu'on ne culpabilise pas les gens assez par rapport au climat, c'est-à-dire que jamais assez, tu vois. Mais je pense qu'il faut pointer les bons points. Il faut pointer les bonnes pratiques pour les uns et les évolutions technologiques pour les autres. Donc, on ne va pas se débarrasser du problème rapidement par la techno. Là-dessus, effectivement, donc, les climatos donc, engagés donc, et activistes donc, ont raison, mais là où ils ont tort, c'est de nier l'importance de la techno et de faire comme si on n'avait pas de solution. On a plein de solutions, notamment aujourd'hui, dans le fameux débat posé par Jean-Marc Jancovici, qui est qu'on n'aura pas assez d'énergie et qu'on va mourir parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie fossile et que donc on est obligé de mettre de la sobriété. C'est faux et c'est vrai à la fois. Pourquoi c'est faux? Parce qu'aujourd'hui, donc, on développe plein de nouveaux types
d'énergie. On a parlé tout à l'heure du solaire, on aura l'hydrogène vert, mais on a le formiate où on capte du CO2, on a l'énergie osmotique. Bref, il y a plein de choses qui se développent. Encourageons et par nos investissements, fléchons et continuons d'avancer. Est-ce que Bernard Tapie a été un exemple à suivre? Ça a été un exemple à la fois à suivre et à ne pas suivre. Entreprendre ou Easy Voyage? Avec Easy Voyage, j'ai beaucoup entrepris et j'ai fait Easy Voyage grâce à entreprendre parce que c'est lui qui m'a donné l'argent pour pouvoir le faire. Donc tout ça est un tout. Entreprendre m'a beaucoup apporté parce que ça a été mon éveil à moi, mes masterclass à moi, donc mon école de commerce que je n'ai pas faite à moi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi qui avez suivi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pourrez retrouver Jean-Pierre. On va mettre tous ses réseaux et Fairmove en commentaire tout de suite. Voilà. Jean-Pierre, merci 1000 fois. Merci. Et donc, on vous attend tous, là, la crypto à la main pour acheter vos voyages dorénavant sans Fairmove. Exactement. Voilà, c'est remonté. C'est peut-être le moment. Merci à tous. Merci à toute l'équipe. Et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. N'oubliez pas de mettre en commentaire la personne que vous aimeriez vraiment qu'on reçoive sur la chaîne. C'était Benjamin et Jean-Pierre pour le Crypto Daily. Et je vous dis à très vite.